À 7h43, il est vrai que les assises nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche donc s'ouvrent aujourd'hui et pour 2 jours avec comme volonté, but affiché, transformer la recherche en innovation, créer des emplois industriels, assurer le financement des universités. Les sujets de discussion et les perspectives de réforme sont nombreux, souvent très attendus. Vous allez être très attendu, évidemment, Madame la ministre. Il y a 2 projets de loi qui doivent être présentés au début 2013 avec pour ambition notamment de remplacer la fameuse loi LRU de 2007. Et vous le savez, les attentes du monde scientifique sont très grandes alors que depuis 10 ans, chercheurs et gouvernements s'affrontent dans des conflits récurrents. Alors est-ce que la recherche française est-elle à un tournant ou va-t-on assister à un nouvel échec de la réforme de l'enseignement supérieur? C'est pour tenter de répondre à toutes ces questions que nous vous recevons aujourd'hui. Vous êtes l'initiatrice de ces assises, Madame Fioraso. Mais pour commencer, il ne vous a pas échappé que justement dans l'excellence de l'université, il y a comme une sorte de trouble autour d'une très grande école française, Sciences Po, l'un des fleurons du système universitaire français qui traverse une crise majeure. Je rappelle très rapidement les faits. Près de 8 mois donc après la mort de son directeur, Richard Descoings, la succession à Sciences Po se retrouve au point mort. On pourrait dire à Madame Fioraso que vous avez fait comme une sorte de rebooting, remettre les compteurs à zéro. Vous n'avez pas avalisé la nomination de l'administrateur provisoire Hervé Cress après la confirmation de dysfonctionnement dévoilé par la Cour des comptes. Vous avez jugé la semaine dernière que les conditions n'étaient pas réunies pour confirmer M. Cress, qui était nommé par les instances de l'école à la fin octobre. Et puis vous avez annoncé à l'AFP qu'un autre administrateur provisoire serait installé par le recteur de Paris avant qu'un directeur soit désigné dans des conditions transparentes et le plus rapidement possible. Rajoutons que la Cour des comptes a relevé des irrégularités récurrentes dans la gestion de Sciences Po entre 2005 et 2010 sous la direction de Richard Descoings et a décidé, je cite la Cour, de saisir la Cour de discipline budgétaire et financière qui peut infliger des amendes. Ça fait beaucoup. Oui, mais écoutez, entre la chronique et puis votre déclaration sur Sciences Po, ça fait beaucoup effectivement, mais ça montre bien la richesse et la diversité de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Alors Sciences Po, d'abord, c'est une belle école. Là, c'est pas de richesse, là. C'est une belle école. Non, mais je crois de gabegie quand même. Hein. Je crois qu'il faut pas confondre les choses. Sciences Po est confrontée à une crise de gouvernance et elle a besoin d'un renouvellement de sa gouvernance. Au sens, elle a besoin de toiletter ses statuts. Ce sont des statuts qui sont très anciens. Il y a une gouvernance qui est là depuis longtemps. Et les dysfonctionnements qui ont été mis en valeur par, si l'on peut dire, mis en exergue par la Cour des comptes, confirmés dans le rapport définitif, nous montrent qu'il faut, retoiletter, c'est peut-être le terme, enfin remettre à plat en tout cas la gouvernance de Sciences Po, d'autant que en tant que ministre... Certains disent qu'il ne faut pas toiletter du tout, qu'il faut tout remettre à plat. En tant que ministre, moi je ne fais pas d'ingérence dans des établissements qui ont une autonomie. En revanche, ma mission c'est de m'assurer que les étudiants, les enseignants, l'ensemble des acteurs de Sciences Po puissent accomplir leur travail, soit accomplir des études, soit enseigner, chercher, être dans des missions de support administratif et technique, dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, ces conditions ne me paraissent pas bonnes. On m'a envoyé une pétition où plus de 30% du personnel demande un changement. Les dysfonctionnements révélés par la Cour des comptes ne sont pas anodins. Il faut y mettre un terme. Et c'est la raison pour laquelle j'avais demandé à ce que les deux conseils sursoient à leur décision de désigner un directeur et attendre. Vous parlez de messieurs Pébro et Casanova. Et attendre que la sérénité revienne. Je ne veux pas en faire des affaires interpersonnelles. On est vraiment sur une question républicaine, j'allais dire. Moi, je suis ministre de la République. Je dois faire en sorte que les principes républicains soient appliqués, que l'argent public qui finance quand même la moitié de Sciences Po soit tracé et que le ministère sache exactement à quoi cet argent est utilisé dans la mesure où nous ne sommes même pas représentés au conseil d'administration. Et c'est normal ça ?
Eh bien non, c'est bien pourquoi... Mais comment ça se fait? Enfin, cela dit, ça paraît un peu étrange, parce que d'accord, certes, il y a autonomie de l'école, mais enfin, vous donnez quand même beaucoup d'argent à Sciences Po. Oui, nous fournissons la moitié du budget de Sciences Po, et dans le quinquennat précédent, c'était même pas la ministre de l'Enseignement supérieur qui prenait la décision, puisque c'était une lettre de l'Élysée qui avait indiqué à la ministre de l'Enseignement supérieur, une lettre signée Claude Guéant, les sommes qu'elle devait fournir dans les années à venir, avec une augmentation assez notable de 30%, sans contrepartie quelle qu'elle soit. Donc je crois qu'il faut non pas, comme je l'ai vu, que l'État mette son emprise sur Sciences Po. Sciences Po est une belle école, c'est une école qui est renommée à l'international, qui a une belle qualité de formation, qui a doublé ses effectifs d'étudiants, qui a une bonne qualité de recherche. Simplement, je crois que la gouvernance doit redevenir une gouvernance ouverte, que chacun puisse comprendre, qui soit lisible et qui soit davantage collégiale. Hubert Vertas. Oui, est-ce que, vu de l'extérieur, en tout cas pour le simple citoyen qui n'est pas au fait des problèmes d'administration, des problèmes de personnes, est-ce que cette affaire de Sciences Po n'illustre pas parfaitement l'un des problèmes de l'université en général, à savoir l'extraordinaire lenteur? Ça fait quand même des mois maintenant que le problème qui n'est pas résolu et qui est posé est clairement exprimé. Il semble même que les questions, les problèmes, les difficultés qui sont soulevées aujourd'hui remontent à plusieurs années peut-être. Donc là, il y a des mois qui se sont écoulés. Vous avez prévenu, vous avez émis des souhaits, et puis il y a eu un vote, et maintenant on ne respecte plus le vote est remis en question. On va aller jusqu'où comme ça? Et quand est-ce qu'une décision va être prise? En d'autres termes, est-ce qu'on peut accélérer, oui ou non? Ou alors est-ce qu'il va falloir des mois au nom de la prudence et de la sagesse? Alors, premier point, pas de généralisation. Il s'agit d'une école Sciences Po Paris qui accueille 7000 étudiants à Paris, et il y a quand même 2 400 000 étudiants en France. Donc vous voyez la proportion, mais on en parle beaucoup. On va en reparler, mais il paraît que c'est extrêmement lent aussi. Hein. Mais on en parle beaucoup parce que... On en parle beaucoup parce que c'est une école d'excellence. On entend qu'elle forme les élites de la nation et qu'elle est éventuellement vouée à former aussi un peu à la vertu, on va dire, républicaine, comme vous dites. Toutes les écoles doivent être des écoles d'excellence. Et de vertu. La moindre section de BTS doit être une section d'excellence. L'excellence, c'est une exigence. On ne doit pas galvauder ce mot. On doit tous rechercher l'excellence, même dans des contextes contraints. Mais pour en revenir à Sciences Po, je n'élude pas la question. Écoutez, c'est une institution qui est ancienne. Ses statuts datent du siècle dernier, j'allais dire. Donc moi, je suis là depuis 5 mois. J'ai été confrontée à cette situation de crise avec la disparition brutale de Richard Descoings, suivi d'un rapport de la Cour des comptes, d'un rapport provisoire, puis d'un rapport définitif. Donc c'est vrai que la période était tout de même un peu complexe. Il y a une concomitance malheureuse. Alors moi, j'essaie de trouver des solutions qui soient des solutions pragmatiques, démocratiques, et qui respectent tout de même la traçabilité de l'argent public et la qualité de la formation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mon souhait, c'est que dans les 2 mois, on ait une directrice ou un directeur de Sciences Po. Je constate qu'on ne parle jamais de femmes dans cette institution. Ce serait une forme de modernité aussi que d'avoir des candidates. Vous avez un nom, s'il vous plaît, Madame la Ministre? Non, je n'ai absolument aucun nom. L'occasion, là. Non, ça n'est pas à la Ministre de donner un nom. Ce sont au Conseil de proposer un nom à la Ministre, et ensuite nous prenons une décision. Ça n'est surtout pas à moi de faire de la gérance. On a entendu parler de Christian Lequesne, le directeur du CERI, mais ce n'est pas une femme, je vous le confirme. Non, je pense pas que ce soit une femme, mais vous savez, si on fait la liste des noms que j'ai entendus, je crois que ça vaudrait la liste des IDEX, l'ABEX et KIPEX. Et bon, assez baroque parfois. En tout cas, vous dites 2 mois. Dans 2 mois, cette affaire est réglée. Mon souhait, c'est que dans 2 mois, il y ait effectivement une directrice ou un directeur à la tête de Sciences Po. Bon, je rappelle que... Provisoire Non, l'administrateur sera provisoire, mais il est là pour mettre en place un directeur, et l'administrateur n'a pas vocation à être candidat. Je pense 1er février, en gros. Alors c'est l'administrateur provisoire qui pourrait être Christian Lequesne. Alors, comment allez-vous faire tout de même? Parce que certes, il y a une complexité qui sera évidemment difficile d'éclaircir, mais on sait que bon, en interne, les syndicats sont vent debout. L'UNEF étudiant, la CGT, la CFDT demandent tous, comme un seul homme, la démission des présidents de commission, messieurs Pébro et Casanova, mais qu'il y a aussi tout de même les partenaires privés et les parents d'élèves. Il faudrait tout de même rappeler que les parents d'élèves sont assez furieux et qu'ils se disent qu'une école d'excellence dans laquelle ils investissent 13 000 €
parents pour leurs petits rejetons, ça fait aussi quand même, voilà, ça fait un peu désordre. Mais c'est pourquoi j'ai d'abord... Et du coup, on pourrait vous reprocher que encore 2 mois, ça fait... Certains aussi, en interne, on ne citera aucune source, disent on est dans le provisoire et le chaos depuis tout de même, hélas, mais la mort de Richard Descoings, depuis avril dernier. Oui, je n'étais pas là en avril, vous pouvez me rendre cette grâce-là. C'est pourquoi il faut trouver une solution rapidement et c'est pourquoi aussi j'ai voulu commencer par la qualité de la formation de l'école. Les parents, les familles, les étudiants n'ont pas à être inquiets. Cette qualité est assurée par un collège d'enseignants-chercheurs tout à fait remarquable et qui accomplit son travail. C'est une école qui a l'habitude de fonctionner, qui a un historique, qui a du personnel. Bien sûr, il faut un directeur, mais il y a eu un administrateur provisoire, il y a des conseils, donc cette école fonctionne aujourd'hui. Il faut qu'il y ait le plus rapidement possible, encore une fois, une directrice ou un directeur. Je rappelle quand même que d'autres écoles dans le monde, la London School of Economics pour ne pas la citer, ont connu ce type de crise qui ont duré plus d'1 an. Moi, je souhaite que nous fassions mieux que la London School of Economics et que cette crise ne dure pas 1 an et que d'ici 2 mois, eh bien, tout cela soit revenu à la normale. Je crois que tout le monde souhaite que la sérénité soit au rendez-vous. Et moi, je le ferai en dialogue avec les présidents des conseils parce que je respecterai la procédure et je souhaite que chacun retrouve sa sérénité et un esprit constructif. Il faut se projeter dans l'avenir maintenant. Cela dit, alors un des axes et une des réformes principales, selon vous tout de même, qu'il faudrait mettre en place, elle tourne autour de quoi? De cette notion notamment de transparence. On a parlé des procédés, des attributions de primes un peu plus obscures. Vous pensez qu'il faut revenir sur ces questions-là? Les transparences au niveau du salaire, évidemment, du directeur de Sciences Po, la question des mandats, des administrateurs qu'on pourrait limiter, par exemple. Est-ce que ce sont c'est un chantier vers lequel vous voudriez aller? Est-ce qu'on peut en savoir quand même davantage? Moi, je pense que vous avez bien entendu mes déclarations. C'est exactement ça. Pas seulement les vôtres. Mais mettre fin au dysfonctionnement, ce sont les préconisations de la Cour des comptes et elles s'imposent, je crois, à tous. D'ailleurs, les présidents eux-mêmes, lorsque je les rencontre, en conviennent et se disent prêts à mettre fin à ces dysfonctionnements. Vous les avez rencontrés vendredi? Je les ai rencontrés, oui, je les rencontrerai encore. Ça n'est pas une menace, quand je dis ça. Ce sont des réunions de travail et de conviction pour que ensemble nous sortions par le haut de cette crise de Sciences Po. Je crois que tout le monde en conviendra. C'est la meilleure solution. Je ne voudrais absolument pas que cela porte discrédit à cette école qui, encore une fois, a une renommée internationale et nous y tenons beaucoup. Hubert Vertas. Un petit mot de politique intérieure, on va sortir, et puis après on reviendra naturellement après 8h15 à l'université. Mais bon, vous suivez l'actualité nationale, vous êtes ministre du gouvernement, donc on va sortir de votre spécialité. Ce qui se passe à l'UMP en ce moment, c'est un bol d'oxygène pour vous ? Non, je dirais pas ça parce que c'est pas bon pour la démocratie d'une manière générale. Ça donne une mauvaise image des politiques. Ça montre simplement que pour organiser une primaire, il faut déjà être dans un parti qui a l'habitude des débats. Alors on dit souvent qu'au Parti Socialiste, on a un peu trop l'habitude des débats, mais notre primaire, elle a été assez exemplaire. Ce n'était pas des combats entre des hommes et des femmes, il y avait des femmes d'ailleurs au passage, mais c'était bien des combats d'idées et des confrontations, je dirais, plutôt d'idées. Au final, bien sûr... Pendant la primaire, oui, au congrès de Reims, un peu moins quand même. Oui, mais là, c'était un débat interne. La primaire de l'UMP, elle se passe entre militants, certes, mais elle était publique, elle était destinée à être vue. Et je dis pas que le congrès de Reims était exemplaire. Voilà, chacun s'accordera sur le fait que c'était pas notre meilleur congrès. Mais sur nos primaires, le débat d'idées a été assez exemplaire, il a été transparent et ouvert. Je crois qu'il n'y a pas d'habitude de débat démocratique à l'UMP. Et voilà, on en a eu la preuve. Est-ce que ça change le contexte politique et en quoi, dans le rapport opposition-majorité? Non, moi ce qui m'inquiète, c'est que ça discrédite une partie de la politique et que ça risque, pour certains militants, en particulier de l'aile droite un peu dure, ils risquent de voir le Front National comme un recours. Et un pays où le Front National monte, ça n'est pas un pays qui privilégie la démocratie. Moi, je pense que la cohésion sociale en période de crise est d'autant plus indispensable. Donc, de ce point de vue-là, je ne me réjouis pas. Mais ce que je constate, encore une fois, c'est que il y a un manque de culture démocratique, on dira, dans ce parti, qui fait qu'une primaire, c'est pas un miracle. Une primaire, ça réussit s'il y a un vrai débat d'idées et non pas une confrontation d'hommes. Et tout de suite, la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc.
Recherche université, la France est-elle à la hauteur et est-elle au niveau de la compétition mondiale? Oui, c'est la question que je vais essayer de poser à la ministre. C'est une réalité qui n'est pas très populaire en France, où l'on aime d'autant moins le marché et la concurrence qu'on jouit d'un statut censé vous en protéger. Mais le fait est que comme il existe un marché international des cerveaux et des talents, il existe désormais un marché mondial de l'enseignement supérieur. Et pas seulement parce qu'enseigner, former, développer des compétences et décerner des diplômes peut s'avérer une activité économique hautement lucrative, comme l'ont bien compris par exemple les États-Unis, qui en ont fait une branche économique à part entière. Les étudiants étrangers qui se ruent sur leurs universités contribuent à leur balance des paiements à hauteur de 21 milliards de dollars chaque année. C'est la raison pour laquelle les classements internationaux, celui de Shanghai ou celui du Times Higher Education, ont été si mal ressentis chez nous. Ils ont apporté la démonstration que nos universités, et même nos grandes écoles, à quelques très rares exceptions près, étaient déclassées, dépassées, plus dans la course. Comme toujours en pareil cas, c'est d'abord le déni qui l'a emporté. Nous ne pouvons pas être mauvais puisque nous sommes par définition les meilleurs. Et si nous apparaissons en queue de peloton, c'est que les arbitres sont partiaux, bien sûr. La logique de la mondialisation commence à être mise en application par certaines de nos grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Elles nouent des partenariats avec des équivalentes étrangères, vont parfois jusqu'à la création de filiales dans les pays émergents, fortement demandeurs de formation spécialisée. Elles comprennent aussi la nécessité d'internationaliser leur formation. Former des directeurs du marketing pour des entreprises turques ou polonaises implique un sérieux élargissement de l'horizon culturel. Mais les universités, elles, demeurent dans tous les sens du terme les parents pauvres de cette mondialisation. C'est sans doute, comme l'expliquait François Garçon dans un essai paru l'an dernier, Enquête sur la formation des élites, qu'on leur demande trop de choses à la fois à nos universités, à elles, la démocratisation de l'enseignement supérieur, puisque l'inscription est libre et quasi gratuite en comparaison des standards internationaux, mais aussi la sélection d'une élite. Le maillage du territoire et en même temps l'accès à la taille critique, ce qui s'avère bien sûr contradictoire. Le développement de pôles d'excellence et l'égalité formelle entre établissements. Enfin, et c'est à elle seule qu'incombe la recherche, puisqu'à de rares exceptions près, les grandes écoles, comme on sait, n'en font pas. Alors le think tank réformiste de gauche Terra Nova vient de publier un rapport destiné à alimenter la réflexion des assises nationales qui s'ouvrent donc demain. Il recommande en particulier d'inverser le mouvement en faveur de l'autonomie, d'accentuer le mouvement en faveur de l'autonomie impulsé par le gouvernement précédent, tout en le complétant par une gouvernance interne des établissements fondée sur davantage de collégialité. Car ces acteurs connaissent mieux que Paris comment s'adapter à leur environnement. Vous qui avez annoncé, Madame la Ministre, 15 mesures pour améliorer l'impact de la recherche sur l'innovation en entreprise, et en particulier les PME, y êtes-vous favorable ou souhaitez-vous revenir sur cette autonomie au nom d'un autre principe, celui de l'égalité entre les universités? Car ces deux principes sont, il ne faut pas se le cacher, contradictoires. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Madame la Ministre, Geneviève Furazo. Oui, alors je ne me situerai pas dans une démarche, une approche aussi binaire. Nous sommes favorables, je suis favorable à des stratégies de sites qui soient ouvertes sur leurs écosystèmes. Et je pense que des sites peuvent travailler en réseau et on n'est pas forcément obligé d'avoir une dizaine de sites distingués, ce qu'évoquait tout à l'heure le chroniqueur, et puis Sylvain, oui, et finalement de négliger le reste des sites. Je pense qu'il est important, c'est de ne pas remettre en cause l'autonomie. L'autonomie, c'est un beau mot. D'ailleurs, la loi de 2007 était la 5e loi sur l'autonomie. Et elle n'a fait que transférer des charges, en réalité, sans donner les moyens d'une réelle autonomie. C'est-à-dire que ça a été fait très rapidement. Il n'y a pas eu de formation des personnels ni des conseils d'administration, ce qui fait qu'on arrive à des situations dégradées que vous n'allez pas manquer d'évoquer dans certaines universités. Donc celles-là, nous allons les accompagner. Je crois qu'il faut distinguer les difficultés de mise en œuvre d'une autonomie parce qu'elle a été faite sans soin et sans accompagnement sur le terrain, du principe même de l'autonomie, qui est un bon principe. L'autonomie, ça ne veut pas dire que l'État lâche l'affaire. Ça ne veut pas dire la mise en concurrence, par hasard? Non, moi je pense qu'on peut... Qui est déjà à l'œuvre depuis 2011 avec les IDEX. Ben oui. Alors, on peut avoir des stratégies de sites qui se
en réfère à un principe qu'on connaît bien dans l'industrie qui s'appelle la coopétition. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs dans lesquels on coopère, et puis je dirais qu'il peut y avoir une émulation entre les sites. Ce qui est important, c'est d'avoir une offre lisible de formation, une offre lisible de recherche, qui n'ait pas de redondance ou de doublon parce qu'on peut plus se le permettre, qu'elle soit lisible pour les étudiants, d'abord. Aujourd'hui, 6600 intitulés de master, 3300 intitulés de licence. C'est tout simplement illisible. Et même les enseignants eux-mêmes ou les présidents d'université eux-mêmes ont du mal à s'y retrouver. Donc, regrouper tout cela, il ne s'agit pas de casser les choses, il s'agit de les regrouper dans des thématiques qui soient des thématiques lisibles. Ces thématiques, ces domaines, si on peut les retrouver également dans la recherche, par le biais des alliances qui regroupent les organismes de recherche. Alors, c'est la santé, c'est l'environnement, c'est l'énergie. Bref, des grandes thématiques qui soient lisibles et qu'on comprenne la qualification à la fois des jeunes et les thèmes de recherche qui sont menés. Ensuite, sur le territoire, il y a des compétences. Il n'est pas nécessaire de siphonner ces compétences pour les emmener dans telle ou telle université qu'on aura qualifiée par un IDEX ou tous les labels en ex qui ont été dit tout à l'heure. J'observe qu'il en manque un peu. Initiative d'excellence. Initiative d'excellence, mais il y a aussi les équipements d'excellence, les laboratoires d'excellence qui se sont superposés avec les réseaux, qui sont superposés... qui sont venus perturber les UMR, qui sont les vraies les unités mixtes de recherche, qui sont les vrais lieux de vie finalement des enseignants-chercheurs. Bref, il faut remettre un peu de simplicité dans tout ça et de lisibilité. Donc il y a à la fois un effort de responsabilisation des acteurs sur le terrain. Tous les pays qui ont des initiatives, vous prenez en matière d'innovation, vous prenez les États-Unis, vous prenez l'Allemagne, ont des écosystèmes qui se prennent en main, qui se responsabilisent. Et dans le même temps, il faut une harmonisation nationale, il faut aussi une mise en réseau au niveau européen. Nous n'existerons plus dans le monde. La compétition, on l'a pas inventée. Nous n'existerons plus dans le monde si nous n'avons pas cette masse critique européenne. Si on comprend bien la lisibilité de vos propos, Madame la Ministre, ça veut dire que c'était pas clair ? Cela veut dire que vous ne me remettez pas en question, comme le souhaitent de très nombreux universitaires, la fameuse LRU. Il ne faut pas confondre autonomie et LRU. Vous n'avez pas tout écouté parce que j'ai dit tout à l'heure que la LRU avait opéré un transfert, mais ça n'était pas ça l'autonomie. L'autonomie, c'est d'abord donner les moyens aux sites de développer leur propre stratégie, c'est ouvrir les sites sur tout leur écosystème. Leur écosystème, c'est quoi ? Ce sont les collectivités territoriales qui accompagnent déjà les universités et la recherche, en particulier les régions et les métropoles. Ce sont aussi les entreprises pour bien confronter la formation qui est proposée aux besoins du milieu socio-économique et aider le milieu socio-économique à anticiper les nouveaux métiers. On parlait d'environnement tout à l'heure, les nouveaux métiers du bâtiment, les nouveaux métiers de l'environnement, les nouveaux métiers d'approche des risques. Ça s'anticipe aussi. Moi, je ne parle pas sur les concepts, je parle de façon très pragmatique. Comment allons-nous tirer notre université, notre recherche vers le haut ? De façon très pragmatique, il y a des universités aujourd'hui et dans certaines régions qui s'inquiètent de ce qu'ils ne bénéficieront pas, eux, par rapport à d'autres, des fameux 7 milliards d'euros du grand emprunt pour l'enseignement supérieur. C'est bien pourquoi à cause de Desidex. C'est bien pourquoi j'ai obtenu ça, c'est un peu un raccourci, mais c'est bien pourquoi j'ai obtenu... C'est un raccourci, mais tout de même. C'est bien pourquoi j'ai obtenu une augmentation du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, alors qu'en fin juin, j'avais quand même une lettre de cadrage à moins 3,5%. J'ai obtenu une augmentation de 2,2% et l'attribution de 1000 postes par an pendant le quinquennat. C'est comme ça que nous allons faire de la régulation sur les sites et nous avons déjà, rééquilibré certaines disparités. Parce que les disparités sont pas seulement liées à l'IDEX, c'est plus compliqué que ça, elles sont liées aussi à un système d'attribution des dotations qui s'appelle SYMPA et qui n'a de SYMPA que le nom. C'est-à-dire qu'il discrimine vraiment fortement les sciences humaines et sociales par rapport aux sciences exactes et il accentue des disparités sur les sites. Donc tout ça va être mis à plat en 2013. Nous allons nous appuyer aussi sur les propositions des assises. La gouvernance sera plus ouverte et plus collégiale au sein des universités et nous demandons aux sites, en lien avec nous, parce que toutes nos aides vont être vraiment contractualisées, d'avoir de véritables stratégies de sites. Et on a oublié quelque chose tout à l'heure, c'est que ma priorité, c'est la réussite des étudiants. Il faut toujours revenir quand même à la mission première de l'université, qui est non seulement de faire de la recherche et de la faire en réseau, parce qu'il n'y a pas que les grandes écoles, il y a tous nos organismes de recherche. Le CNRS est très impliqué dans ces stratégies, mais la première des missions, c'est quand même donner à nos jeunes un niveau de qualification plus élevé. SYMPA, c'est le pseudonyme de Marc Sympa, ce collectif d'enseignants-chercheurs qui vous a envoyé une lettre sous forme de chronique. Mais je pense que c'est lié au logiciel d'attribution de dotation des universités. C'est un clin d'œil, c'est pour ça que je vous dis. Ce Marc Sympa, il dit qu'il n'est pas révolutionnaire, qu'il aimerait juste faire son travail, et vous demande d'abroger la LRU et supprimer les agences ANR, AERES et de titulariser tous les
précaires. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous répondez à Marc Sympa dans les délibérations d'aujourd'hui? Que ce serait un bel objectif en pleine période de croissance si on pouvait tout faire tout de suite. Moi, quand je suis arrivée à ce ministère, il y avait 400 millions d'euros d'impasse, le 10e mois de bourse qui n'était pas budgété, et les fameux milliards annoncés n'étaient pas distribués. J'ai observé aussi que 5 ans après l'annonce des plans campus, aucun permis de construire n'avait été déposé. Donc j'ai essayé de remettre de la fluidité dans tout ça, de mettre en place des procédures qui soient plus fluides et plus souples que les fameux PPP, les partenariats publics-privés qui avaient été mis en place, qui sont extrêmement lourds, de remettre les collectivités territoriales dans la boucle et de faire en sorte que tout ça se remette en mouvement. C'est la même chose pour les 15 mesures pour le transfert, avec un focus sur la réussite des étudiants en licence et l'objectif de 50% d'étudiants avec un diplôme de niveau Bac plus 3 à 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes à peine à 30%. Et puis une réorientation, on en parlait tout à l'heure dans les universités, c'est difficile d'enseigner en premier cycle à l'université. Vous avez un niveau d'étudiants extrêmement disparate. Donc les bacs pro, les bacs technologiques doivent être accueillis dans les filières qui sont les filières STS et les filières des IUT en priorité. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, puisque ces filières sélectionne et de fait on se retrouve à l'université avec des bacs professionnels, des bacs technologiques qui n'ont pas choisi d'aller à l'université, qui ne sont pas formés pour aller à l'université, ils ne sont pas formés à la prise de notes, ne sont pas formés à un enseignement conceptuel et donc ils ont 7 fois plus de risques d'échec que les autres et ça fait des niveaux très disparates pour les enseignants. Donc j'ai demandé aux IUT et aux sections STS qu'elles accueillent en priorité les bacs pro, les bacs techno pour les IUT et nous allons les accompagner pour qu'ils s'engagent dans des filières de réussite. Je crois que ça passe d'abord par la réorientation et j'y travaille avec Vincent Peillon. Sylvain Kahn. Oui, Madame la Ministre, vous avez dit qu'il y allait y avoir, que vous aviez obtenu des financements supplémentaires. C'est une très bonne chose, mais moi, ma question portait vraiment sur les disparités géographiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que la manière dont les financements Equipex et l'ABEX, IDEX sont attribués, c'est par des jurys, qui sont d'ailleurs internationaux, ce qui est une très bonne idée, mais qui donc a une vision globale de l'espace français universitaire? Ça, si c'est pas le ministère, si c'est pas vous qui l'avez, personne ne l'aura et elle sera dans aucun jury international. Et mon deuxième point, sur l'autonomie, que répondez-vous aux 14 présidents d'université qui vous ont écrit et qui ont rendu cette lettre publique en vous disant « Madame la ministre, on n'y arrive pas, reprenez, s'il vous plaît, la gestion des ressources humaines, la GRH et la gestion de la masse salariale. » On n'y arrive pas, il faut préciser qu'un quart des universités démarrera 2013 avec une trésorerie négative ou nulle. Et la source vient de votre ministère. Bon, donc là, très concrètement, il y a deux, puisque vous dites que ce qui compte, c'est l'effet et le pragmatisme. Là, il y a vraiment deux questions de terrain. Geneviève Furazo, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sur les universités qui demandent en fait à ce qu'on renonce à l'autonomie, qu'il ne faut pas confondre... Sur la GRH. Qu'il ne faut pas confondre, encore une fois, avec la loi LRU. Faire attention aux mots et concepts, là, pour le coup. Ces universités, d'abord, j'observe qu'il y en a 14 sur une centaine. Donc ça n'est pas la majorité des universités. Certaines d'ailleurs ne sont pas en situation financière difficile. Nous avons regardé chaque cas, chaque université au cas par cas. Il y a effectivement, depuis le passage à l'autonomie, c'est un peu technique, on appelle ça le passage en RCE après la LRU, il y a une dégradation progressive et de la trésorerie et des fonds de roulement des universités parce que les transferts n'ont pas été opérés de façon soigneuse. On a voulu faire passer ça en force. Et le nouveau management, parce que quand vous managez un budget de 10 millions d'euros, c'est pas pareil que quand vous managez d'un seul coup un budget de 100 millions d'euros, et c'est l'effet multiplicateur quand même du passage en RCE. Il faut être formé au management. Voilà, il n'y a pas eu d'accompagnement du changement. Dans n'importe quelle entreprise, ça vous amène tout droit à la faillite. Donc nous mettons en place, nous avons mis en place, sans attendre les assises, sans attendre la nouvelle loi sur l'université et la recherche qui remplacera la loi LRU, je vous le dis au passage, qui remplacera la loi LRU, il ne s'agit pas d'un simple toilettage de la loi LRU, elle sera remplacée par une loi d'orientation sur l'enseignement supérieur et la recherche pour avoir cette vision globale que vous appelez de vos voeux et que nous appelons de nos voeux. Parce qu'aujourd'hui, dans ce millefeuille, plus personne ne s'y retrouve. Donc nous voulons un État stratège, des écosystèmes et des stratégies de sites, ce qui veut dire que chaque site devra avoir ses laboratoires de recherche. Il ne peut pas y avoir d'université qui ait un avenir, qui soit ressourcée par la recherche s'il n'y a pas cette activité de recherche. Donc on travaillera en réseau de façon plus efficace. Ça s'appelle la coopération. Je crois que le principe de coopération, c'est le principe fondateur même de l'université. Nous sommes un petit pays, si on commence à créer des forteresses qui sont concurrentes entre elles, on a tout faux. Donc concrètement, vous allez redéployer un réseau. Le montant de on ne reviendra pas sur les engagements pris par l'État, mais on changera complètement le mode de fonctionnement. On changera complètement le mode de fonctionnement. Fini la compétition,
Bienvenue à la coopération. Oui, la coopération, et puis il y a certains secteurs dans lesquels il y a de l'émulation, ça s'appelle la coopétition. Donc c'est de l'argent en plus. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question depuis un moment. Voilà, non, mais elle arrive au bon moment. C'est Je parfait. On a le temps sur France Culture, vous savez, donc tout va bien. Voilà, la transition est parfaite. C'est même pas une transition, c'est un approfondissement de ce que vous venez de dire. Est-ce qu'à propos de cette autonomie qui fait figure dans le bilan Sarkozy de points forts, chaque fois qu'on parle du bilan de Sarkozy, on dit tout le temps il y a l'autonomie des universités. Est-ce que par rapport à ce fameux point, vous ne faites pas ce que la droite, pendant 10 ans, a fait à propos des 35 heures, c'est-à-dire à maintenir sans maintenir et à abroger sans abroger? Parce que quand vous dites cette loi, elle était faite en fait pour établir de la concurrence. Alors on la maintient, mais on la maintient pas. Il n'y a plus de concurrence, mais il y a de la coopération. En ce qui concerne la responsabilisation, vous voulez de la collégialité. Est-ce que vous n'allez pas la diluer? Est-ce qu'en affaiblissant le pouvoir du président, vous n'allez pas diluer cette responsabilité de chaque université? Du président d'université. Donc, est-ce que vous faites ou est-ce que vous ne faites pas? Geneviève Furazo. Qu'est-ce qu'on aime les débats binaires dans ce pays? La réalité, elle est souvent beaucoup plus nuancée et beaucoup plus riche que ça. Il y a un État stratège qui a une vision qui regarde l'ensemble du territoire et qui vérifie que dans l'ensemble du territoire, il n'y a pas de disparité. Aujourd'hui, clairement, c'est comme si il y avait une ligne, ça a été dit tout à l'heure, qui fait qu'à l'ouest, à l'est, au nord, il n'y aurait pas de site d'excellence. Bien entendu, c'est une aberration. Donc tout ça sera corrigé et nous opérons en ce moment des péréquations par les dotations que nous attribuons aux différents sites. Donc voilà, cette péréquation, elle se rétablira progressivement. Et nous ne voulons pas rebousculer des établissements qui ont déjà été fortement secoués pendant les 5 dernières années. Allez parler sur le terrain aux enseignants-chercheurs, aux directeurs de labo. Ils ne font que répondre, ils n'ont fait que répondre à des appels d'offres frénétiques. Ils ne se sont plus ou pas assez consacrés à la vie de leur laboratoire parce qu'ils ont été assaillis par tous ces appels d'offres. Ils ont été moins présents à l'Europe. Nous avons régressé en matière de réponse aux appels d'offres européens. Lorsque nous répondons au PCRDT, au grand plan cadre de recherche et de technologie européen, nous avons un taux de succès supérieur à la moyenne. Mais nous avons régressé de 4 points. Nous finançons à plus de 18% ces grands projets de recherche et nous avons un retour sur investissement seulement de 11,4%. Nous avons régressé de 4 points. C'est mauvais en termes de financement, mais c'est mauvais en termes d'esprit européen. Voilà, il faut remettre une dynamique. Remettre une dynamique, c'est pas du tout rien. C'est pas on jette tout parce que c'était la droite. C'est pas on fait complètement autrement. C'est remettre un esprit, remettre en mouvement, remettre un esprit de projet, remettre un esprit de coopération et remettre un esprit de collégialité qui fonde même la qualité de notre recherche, notre université. Et sur les classements à l'international, alors là, vraiment, je crois qu'il faut apprendre à s'en détacher. Nous sommes en train de mettre en place en Europe... le thermomètre parce qu'il donne la fièvre aux malades? Non, pas du tout, absolument pas. C'est parce que le thermomètre, il est sur des critères anglo-saxons. Oui. Nous avons une culture différente. Nous avons une culture différente. C'est ce qui fait aussi que nous accueillons beaucoup d'étudiants du Maghreb, d'Afrique, beaucoup d'étudiants asiatiques qui ne peuvent plus payer les frais d'inscription, qui sont ceux des pays anglo-saxons. Et c'est une richesse pour nous. Sachons retourner aussi ce qu'on décrit toujours comme des défauts en richesse. Sachons être positifs. Brice Couturier. Deux rapports récents qui font des propositions que je voudrais vous soumettre. D'abord, il y a celui de Philippe Aghion qui avait été remis à Valérie Pécresse, donc il est encore d'actualité, il date de 2010. Et qu'est-ce qu'il disait? Philippe Aghion, il faisait partie de la commission Attali, il avait fait une proposition qui était extrêmement intéressante en matière de gouvernance des universités, parce que c'est un des problèmes qui est sur la table. Il disait qu'il faudrait en fait 2 corps pour administrer les universités. Un qui serait un conseil d'administration au sein duquel siégeraient les chefs d'entreprise locales, et vous nous parlez d'écosystème et de stratégie de site, ça va tout à fait dans ce sens-là. Je remarque que la CGPME a pris une position dans ce sens-là qui est dans les Échos d'aujourd'hui. Donc effectivement, c'est d'une extrême actualité. Mais pour ne pas froisser les universitaires et pour surtout conserver au corps enseignant son autonomie de décision, il précisait qu'il faudrait une instance de collégialité qui serait autour du président et qui l'encadrerait pour tout ce qui est des domaines scientifiques. Par ailleurs, je reprends toujours ce rapport de Terra Nova parce qu'il est tout à fait excellent et qui vient de paraître. Terra Nova propose, c'est une toute autre proposition dans un autre domaine, je dirais aussi
avoir votre avis sur ce sujet, propose de distinguer les licences en deux catégories. Il y aurait une licence duale, une qui serait professionnalisante et l'autre qui se donnerait accès ce qui voudrait créer Terra Nova, des graduate schools à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire des universités qui recrutent sur dossier, avec une sélection, et qui donnent accès au master et au doctorat. Est-ce que ça vous semble judicieux de distinguer ainsi deux types de licences, une licence professionnelle, pour ceux qui veulent rentrer immédiatement dans la vie active, et une licence qui donne accès au deuxième et au troisième cycle? Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur France Culture à 8h37. Alors, il me semble que nous avons déjà un système de formation professionnelle qui est celui des STS, qui délivrent un BTS, et celui des IUT. Ce qu'il faut, c'est multiplier les passerelles pour que ceux qui le souhaitent et qui sont issus de ces filières, donc diplômés d'un titulaire d'un BTS ou d'un DUT, puissent ensuite poursuivre des études. Ces passerelles existent déjà et elles sont insuffisantes. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin encore d'inventer un autre système. On essaye de simplifier au maximum. Hubert Curien, prédécesseur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, on parlera peut-être un peu espace tout à l'heure, disait chaque fois qu'on invente une nouvelle structure, il faut en supprimer deux. Je pense que, étant donné le millefeuille actuel, ce serait assez utile. Nous ne sommes pas dans une université qui a une culture de sélection, même si on sait bien que certaines universités parisiennes procèdent effectivement le master, c'est toujours sur dossier. Par des sélections. Il y a plus de la moitié des étudiants français qui sont sélectionnés à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Donc, d'une manière, plus de la moitié. Non, pas plus de la moitié, mais d'une manière ou d'une autre, on a des systèmes de sélection sur dossier. Je pense que le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est d'avoir des filières qui soient bien identifiées, qui soient efficaces et dont on comprenne la qualification. Sur le mode de gouvernance, ça n'est pas à moi d'anticiper sur les assises et sur les scénarios qui nous sont proposés. La ministre est là pour donner les objectifs. Les objectifs, c'est qu'on remette en place une collégialité qui aujourd'hui fait défaut. Bon nombre de directeurs de labo, d'enseignants n'ont pas compris ce qui s'était passé pendant le précédent quinquennat. Ils ont vu cette frénésie de structures différentes, de fonds consomptibles, non consomptibles, subventions, pas subventions, de milliards annoncés qui venaient jamais, de cette fameuse autonomie qui de fait les appauvrissait. Donc je crois qu'on a besoin de clarté, on a besoin peut-être d'avoir des comités de sites par site dans lesquels qui seraient très ouverts pour le coup. Aux entreprises. Et qui seraient ouverts aux entreprises, mais aux collectivités territoriales également. Et aux représentants des personnels, à tout le milieu socio-économique. On a besoin de l'ensemble des forces contributives. Il faut ouvrir l'université. Je pense que beaucoup d'universités, en réalité, quand on va sur le terrain, ont déjà des partenariats et un dialogue avec leur écosystème. Il faut le renforcer pour les problèmes d'aménagement, pour les problèmes de logement aussi. Parlons un peu des étudiants. On ne parle pas beaucoup des étudiants. Et ni même des contenus, ce qu'on nous reproche en ce moment, mais nous y viendrons. Tout de même, une chose encore par rapport à ces assises que vous ouvrez aujourd'hui au Collège de France, Madame la Ministre, il y a un gros reproche que l'on vous fait, il y a même une pétition qui circule en ce moment à l'université, l'appel des 50 000 précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est à l'initiative de nombreuses associations, de syndicats d'enseignants, de chercheurs, de labos de recherche. Bon, pour eux, la précarisation dans le milieu est la grande oubliée de vos assises de l'enseignement, et ils ont lancé donc l'appel à manifester devant le Collège de France aujourd'hui pour revendiquer la création de 5000 postes dès 2013 et l'établissement d'un plan pluriannuel de création d'emplois. Écoutez l'un des signataires de cette pétition, Georges Debréjas, physicien au CNRS. Il est interrogé pour Les Matins par Léna Burger. L'enseignement supérieur et la recherche se caractérise par un taux de précarité qui est bien plus élevé que le reste de la fonction publique, avec des formes très variées qui vont des vacations, c'est-à-dire des gens qui ont quelques cours à donner à droite à gauche, des gens qui enchaînent des contrats de recherche, mais aussi des gens qui font du secrétariat, qui font des travaux techniques sur des contrats qui sont renouvelés parfois tous les ans, tous les 2 ans, et cela pendant des durées qui peuvent aller jusqu'à 6, 7, 8, 10 ans. Donc il y a eu un rapport qui a été fait il y a maintenant quelques années qui montrait qu'effectivement c'était ce chiffre, on arrivait à peu près à 50 000 précaires avec des formes extrêmement variées, mais donc environ 25 à 30% des gens qui travaillent dans le secteur d'enseignement supérieur et de la recherche. C'est un sujet qui n'est pas du tout pris en compte par le gouvernement, effectivement, et qui a été même explicitement sorti des assises, puisque les assises ne se prononcent pas sur les problèmes de budget. Or, principalement, le problème de la précarité aujourd'hui et le règlement du problème de la précarité ne peut passer que par un plan de titularisation, c'est-à-dire un plan d'embauche d'une large partie de ces personnels. Et pour ça, il faut qu'il y ait des postes qui soient créés, qui soient ouverts au concours. Une bonne partie de ces postes ne coûtera rien, puisque ces gens sont déjà en poste, sont déjà payés et financés.
Simplement, il faut leur donner un statut qui leur permette de travailler dans des conditions normales. Voilà la création de postes absente de vos assises, Madame la Ministre, Geneviève Fioraso. Les assises sont là pour renouer le dialogue, faire des propositions. Puis en parallèle, je fais mon travail de ministre, c'est-à-dire qu'il y a un conseil national qui rassemble l'ensemble des acteurs et dans lesquels nous évoquons ces sujets. J'ai reçu d'ailleurs tous les syndicats la semaine dernière parce que nous avions débloqué au niveau des interministériels une somme nous permettant de titulariser 2000 membres du personnel dit précaire par an pendant l'ensemble du quinquennat. Ça fait 6 millions d'euros à cet effet en 2013, 23 millions d'euros en 2014 et ça ira croissant. C'était extrêmement important pour moi d'obtenir cet arbitrage ministériel et il était difficile d'engager des négociations avec les syndicats sur ce sujet de la précarité avant que cet arbitrage n'ait eu lieu. Donc une fois de plus, nous avons obtenu un arbitrage favorable du gouvernement et ça nous permettra encore une fois de titulariser 2000 personnes par an. Par ailleurs, j'ai demandé aussi à l'Agence nationale pour la recherche, alors c'est un peu technique mais c'est ainsi, dans les projets qu'elle finance, de ne pas accepter un taux de précaires qui soit supérieur à 30%. Bon, de regarder ça avec discernement, mais si on titularise des précaires, des personnes en précarité et qu'on reconstitue le stock, ça servira à rien. Donc l'idée c'est de ne pas reconstituer ce stock. C'est aussi toute la question des appels à projets, de l'équilibre à retrouver entre les appels à projets et puis les crédits récurrents. Donc les crédits sur les projets, les crédits récurrents. Les crédits qui étaient trop fortement orientés sur les projets ont généré toute cette précarité et l'ont accentuée. À nous de remettre un équilibre, on l'a déjà fait en réorientant 70 millions d'euros cette année de l'Agence nationale de la recherche sur des crédits récurrents. Donc en fait c'est une politique d'ensemble de lutte contre la précarité et de résorption de la précarité que nous avons déjà engagée. Sur les chiffres, on va pas faire une bagarre de chiffres, mais je refuse enfin, il me paraît abusif d'intégrer dans les précaires les docteurs et les post-docs, même si leur insertion doit être favorisée. Pour autant, on peut pas considérer qu'ils soient précaires. Mais il faut aussi sécuriser leur insertion. Et j'ai d'ailleurs engagé une action à cet effet pour que la haute fonction publique d'État reconnaisse les docteurs et intègre les docteurs. Ça mettra un peu d'air aussi dans les grands corps de l'État. Ça permettra d'avoir une culture un peu transversale, des SHS jusqu'aux sciences dures. Ouais. Donc vous voyez qu'on agit et qu'on a des propositions assez audacieuses. Ils vous font pas peur, hein, les grands corps de l'État. On dit qu'ils ne vous ont pas fait peur, par exemple, dans votre manière de trancher, bras de fer, le reboot Sciences Po. Je suis fille de normalienne, ça va peut-être donner une certaine ouverture d'esprit. Sylvain Kahn. Oui, Marc Blanchet, sur les contenus. Alors, il y a un certain nombre de points forts très importants. Hein. La recherche française est une recherche de grande qualité. On a peut-être un peu. Merci de le dire. Il ne faut pas qu'on oublie de le dire dans notre débat. Mais il y a quelques points forts comme les mathématiques en particulier. Vous savez bien qu'on est là uniquement pour les trains qui n'arrivent pas à l'heure, Sylvain. Il y a la médecine, il y a donnez-nous le moral. Il y a la biologie, par exemple, et il y en a d'autres. Mais par rapport à cet ensemble, donc disons, de sciences dures, avez-vous, Madame la Ministre, des projets pour faire en sorte que la baisse dramatique des étudiants dans les filières scientifiques s'inverse? Et ma deuxième question, vous l'avez évoqué à 2 ou 3 reprises, mais concrètement, qu'est-ce que vous allez vraiment faire pour redonner un coup de fouet au financement et au développement des sciences humaines et sociales, qui est une grande tradition française et qui sont quand même bien mal en point, notamment dans le cadre des LABEX, des IDEX, etc. Ça recommence. Alors sur les sciences humaines et sociales, j'en suis issue, donc ça me tient particulièrement à cœur. Elles doivent être considérées comme des disciplines à part entière, pas comme des suppléments d'âme à des programmes qui seraient guidés par les sciences exactes. Elles existent en tant que telles, elles doivent être reconnues en tant que telles. Elles sont insuffisamment représentées sur les territoires. 50% des SHS aujourd'hui sont en région parisienne. Nous allons tout de même les identifier sur un pôle lisible qui va être le pôle Condorcet. J'ai relancé le projet Condorcet, qui était quand même singulièrement en panne. Il y aura sa clé, mais il y aura Condorcet. Je crois que c'est important aussi d'avoir une visibilité. Et ensuite, c'est important que ce pôle
visible à Paris irrigue l'ensemble du territoire. Donc une mission a été confiée au président du CNRS, Alain Fuchs, qui d'ailleurs a dirigé l'Alliance Athéna, qui s'occupait de la recherche en sciences humaines et sociales pendant des années, pour donner davantage de lisibilité aux sciences humaines et sociales. Pour autant, je souhaite aussi favoriser l'interdisciplinarité. Je pense qu'il est utile que dans tous les développements scientifiques et même dès la formation, nous soyons davantage décloisonnés dans notre formation et qu'on fasse davantage de place à l'interdisciplinarité. Vous allez revoir la carte des cursus des premiers cycles alors? Oui, pour qu'il soit davantage ouvert à l'interdisciplinarité. Ça serait une révolution. Et y compris pour les SHS. Non, c'est une évolution. Arrêtons d'avoir toujours des mots catastrophiques. D'abord, les chercheurs sont des gens mobiles, les enseignants sont forcément des gens mobiles, parce que ce sont des gens qui se remettent en cause, qui ont l'habitude d'innover sur le plan pédagogique. Tout le monde a intérêt à ce qu'on réussisse. Donc soyons un peu positifs, fiers de notre recherche. Inventons notre classement comme on le fait au niveau européen, le classement U multirank. Ça exige, j'en ai discuté avec mes collègues. Alors bien sûr, la Grande-Bretagne est un peu frileuse. Tous les autres collègues européens sont d'accord pour faire la promotion de ce classement qui reconnaît notre culture. Soyons un peu fiers aussi de notre culture. Il n'y a pas que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, il y a beaucoup de choses qui marchent. Non, mais beaucoup se demandent, au fond, comment est-ce qu'on formera les Deleuze, les Barthes, les Foucault de demain, aussi, après tout, dans la situation mais peut-être sont-ils déjà là. Encourageons-les. Mais je crains de ne pas vous rassurer, Madame la Ministre, et de vous dire que nous n'allons pas être positifs. Encore une fois, mobilité, il y a celle des étudiants, par exemple, qui ne savent plus où se loger. Le logement étudiant est un grave problème. Hubert Huertas. Là-dessus, vous avez commandé un rapport à un conseiller d'État, Roland Pellé. Il vous a, à propos du plan campus, il vous a remis ce rapport il y a 3 semaines environ. Le rapport est sans appel sur 13 000 logements du plan campus promis. Pas une seule première pierre n'aurait été posée. Donc très bien, ou plutôt très mal, mais voilà ce qui ne marche pas. Comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place à la place du partenariat public-privé qui n'aurait donc pas fonctionné? Quoi? Un partenariat public-public? Quoi? Geneviève Fioraso. Alors, pour être bien clair, les partenariats public-privé, c'est une bonne chose quand chacun est dans ses missions. Là, on parle bien du montage juridique, des PPP, des partenariats publics-privés qui sont des montages extrêmement complexes, assez opaques, et en tout cas qui n'étaient pas du tout appropriés, ni par les présidents d'université, ni par les organismes de recherche. D'où le constat qu'au bout de 5 ans après l'annonce des plans campus, pas une seule pierre posée, une seule convention signée, elle a été fin juillet. Une seule convention PPP signée. Tout le reste des projets étant en panne, et les collectivités territoriales qui pourtant financent à hauteur de 1 milliard d'euros en tout les plans campus, contre un peu moins de 5 milliards par l'État, mais les collectivités territoriales totalement absentes du sujet. Or, les campus lieux de vie sont des campus qui doivent être desservis par les transports en commun, où il doit y avoir des logements étudiants, il doit y avoir une vie associative, une vie sportive, un accès à la vie culturelle. Tout cela intègre évidemment la politique et l'engagement des collectivités territoriales. Donc on a remis tous les acteurs autour de la table, et surtout j'ai fait adopter un décret en Conseil d'État qui permette à des sociétés de réalisation, c'est-à-dire à des partenariats, là aussi public-privé si l'on veut, mais des collectivités territoriales, des pôles universitaires, des universités, des organismes de recherche, avec la Caisse des dépôts et consignations, qui permettent donc à cette association partenariale de démarrer des projets. Ça s'appelle des sociétés de réalisation. Ça n'était pas possible jusqu'à présent sans ce décret, parce que les universités ne pouvaient pas concéder leur droit à construire et leur foncier à d'autres entités. Et ça pourrait se concrétiser quand ça y est. Non, mais quand est-ce que les premiers étudiants vont pouvoir tourner la clé dans leur serrure? Bordeaux a déjà démarré, Lyon va sûrement démarrer. Les premières pierres ont été posées. Strasbourg va démarrer. Écoutez, le décret a été pris, je vous demande, a été pris début octobre, quand même. Donc tout le monde a redémarré, tout le monde s'est félicité sur le terrain de ce que les acteurs territoriaux soient remis dans la course et de ce qu'on trouve des formules qui soient des formules plus souples et des formules très concrète. 8h50, nous arrivons au bout de notre entretien. Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, tenez, puisque éventuellement, s'il fallait absolument qu'on vous fasse plaisir, on va pas parler de trains qui partent à l'heure, mais de fusées. Parce que vous êtes aussi la ministre de l'Espace. Un beau sujet. Oui, un beau sujet. Ariane 6. Vous avez lancé le programme préparatoire d'une nouvelle génération de lanceurs spatials. Ariane 6, projet soutenu par la France, qui n'était pas gagné d'avance. Là aussi, bras de fer. Vous avez mis par terre un Allemand. Non, nous sommes arrivés à une synergie gagnant-gagnant. Mais c'était assez mal. Ça me rappelle quelqu'un, ça. C'était assez mal
On a plein de souvenirs. C'était assez mal parti, effectivement, parce que les Allemands étaient davantage favorables à la solution Ariane 5ME, qui était une solution intermédiaire. Ils ne voulaient pas s'engager en faveur d'Ariane 6. Il faut savoir que si on ne s'engageait pas maintenant en faveur d'Ariane 6, eh bien, ça reportait à 2025 ou 2026 un nouveau lanceur, à un moment où le marché est très évolutif. Et malgré la crise, tout ça, on peut le faire. On peut se lancer là-dedans. Et vous savez que c'est rentable. L'investissement dans l'espace est extrêmement rentable pour l'industrie parce que tous les développements technologiques et même la recherche fondamentale que l'on fait et qui est utile à l'espace et irrigue l'ensemble du tissu industriel. Quand on invente des nouveaux matériaux qui doivent résister dans des conditions extrêmes, une nouvelle cryogénie, de nouveaux systèmes informatiques qui doivent être extrêmement robustes, et ben tout cela ensuite diffuse dans l'industrie. Et on considère aujourd'hui que la filière la plus aboutie au niveau européen, et c'est pas quelqu'un comme Louis Gallois qui me contredirait, eh bien, c'est la filière de l'espace, c'est l'Agence spatiale européenne qui a créé une véritable filière de la recherche, mais une filière qui va de la recherche fondamentale jusqu'aux sous-traitants qu'on appelle des co-traitants dans la filière spatiale. Ça intègre les grands groupes, les PMI, PME, la recherche fondamentale, la recherche appliquée. C'est une filière parfaitement réussie qu'il fallait stabiliser au niveau européen. On a eu, c'est vrai, des discussions très serrées avec les Allemands. Ça a duré 2 jours et 2 nuits, je peux vous dire, 2 nuits. La conférence a été bloquée par les Allemands pendant une demi-journée, mais nous sommes arrivés à un accord et l'Europe s'en trouve confortée. C'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, et il paraît même qu'il y a une date de tir, il y a un calendrier. Un tir serait prévu pour 2021. Oui.